Bonsoir les aviateurs. Nous allons continuer cette série historique avec le récit d'un vol d'Eric Nestler du 17 septembre 1934. C'est un des premiers vols significatifs en distance à une époque où la compréhension des phénomènes aérologiques était encore balbutiante et les pilotes totalisaient des vols de quelques secondes ou de quelques minutes sur leur carnet. Ce texte est tiré d'un livre de Charles et Olga Giraud dont le titre est « Ce qu'il faut savoir pour devenir pilote de vol à voile ». Et vous allez le voir, les connaissances étaient encore limitées. On était à peine au tournant des années 30, les centres nationaux se créaient tout juste, et la banne d'Ordanche, premier d'entre eux, dont Eric Nestler était le chef pilote, n'existait que depuis 2 ans. Ce vol a donc été réalisé à l'aide d'un Avia 41P. L'Avia 41P était un planeur dessiné par Jarlot, construit dans le plus grand secret en 1932 par la société française Avia. Cette machine de haute performance pour l'époque est le fruit de discussions entre Nestler et le concepteur. Pointu, cher et performant, il dispose d'un système de manche complexe contrôlant les 2 ailerons indépendamment. Il avait donc une finesse de 19 et un poids en charge de 245 kg. En clair, il était réservé à une élite et sera confié exclusivement à Nestler pour ses prospections. Ce beau jour du 17 septembre 1934, la décision de faire un circuit a été prise. Effectivement, les conditions météo étaient plutôt bonnes. La visibilité était de l'ordre de 20 à 25 km, le vent environ secteur sud 5 à 8 mètres par seconde et les bulletins météo étaient favorables. Il ne restait plus qu'à se lancer. Rapport du pilote, M. Nestler. Dans la matinée du 17 septembre, un vent de sud-ouest d'environ 7 mètres par seconde rendait possible des vols sur le puits Gros. La manche à air placée sur ce puits donnait de temps en temps des directions très variables, en intensité et en direction, laissant présager des vols difficiles. Après avoir pris le départ au treuil du Puy-Loup, le planeur Avia 41P se décrocha à 100 mètres au-dessus de la côte 1467 de la Banne. Il était en effet difficile de soutenir le vol devant le Puy Gros par l'ascendance de pente, celle-ci étant d'une inconstance surprenante. Cette turbulence était due à des appels de courant verticaux proches. Après un gain d'altitude de 300 mètres, j'ai décidé d'explorer la vallée au milieu d'un air agité. Plusieurs colonnes ascendantes furent contrées. Leur diamètre à cette altitude devait être de 50 à 100 mètres, rarement plus, car leur traversée durait de 5 à 8 secondes. Elles imprimaient au planeur une ascension verticale de 0,5 à 1,5 mètres par seconde. Je réussis à me maintenir à plusieurs reprises dans ces colonnes thermiques et à gagner encore 300 mètres. Après un gain de 600 mètres, au-dessus du départ de la 2e heure d'investigation, je m'aventurai au-dessus du plateau de la Banne, en arrière du Puy Gros. Là fut trouvée une colonne thermique d'une grande puissance. Aussitôt, je mis la machine en spirale continue. Cette colonne thermique était tourbillonnaire, et le planeur était secoué. Pour maintenir la spirale correcte, il fallait constamment se défendre aux ailerons. Mais je gagnais de la hauteur, et c'était l'essentiel. En 7 minutes environ, l'altimètre avait atteint 1200 mètres au-dessus du départ. La température avait beaucoup baissé. Je me trouvais à la verticale du Puy-Mé et je tentais de gagner un cumulus de faible épaisseur, qui devait être le point de condensation de la colonne thermique. Ce cumulus était à 100 mètres au-dessus de moi. À partir de cet instant, la montée s'arrêta, le plafond était atteint. D'autres cumulus s'étalaient de loin en loin, séparés par de larges intervalles. Le moment était venu de partir en direction du nord-est, en essayant de rencontrer des courants favorables. À 10 km de la Banne, après une perte de 200 mètres,
fut retrouvé sous la base du premier nuage un courant favorable qui, en spiralant, me permit de regagner l'altitude perdue. Sous ce nuage, le plafond d'ascendance était encore de 1200 mètres. La traversée des dômes et jusqu'au-delà fut une descente régulière qui me fit perdre 1000 mètres. À la verticale du village de Lambdes, près d'Olna, je pus spiraler dans un faible thermique qui me remonta à 200 mètres. Je continuai de nouveau le vol en direction du nord-est vers Thiers. L'Allier fut passé à Pontchâteau à une altitude de 500 mètres. Le variomètre indiquant depuis Lambdes une descente de 1,5 m à la seconde. La région ne semblait pas favorable et risquait de provoquer un atterrissage prématuré. L'Allier présentait de nombreuses plages de sable qui devaient émettre des ascensions thermiques. Aussi, je changeai de cap pour revenir vers l'Allier et le suivre vers le nord. Je l'atteignis à 200 mètres de haut et ne me fiant plus qu'à ces plages ensoleillées, dernier espoir d'allonger le voyage. Arrivé au village de Joz à 100 mètres de haut, l'appareil fut secoué par l'entrée dans un tourbillon montant, dont je profitai immédiatement car il était temps. Durant 15 minutes, je décrivis des orbes serrés pour rester dans cette colonne, d'autant plus étroite qu'elle était près du sol. Après ce temps, j'avais regagné 200 mètres de haut, puis l'émission ascendante fut sans doute épuisée. Il fallut repartir en longeant toujours la rivière. Mais je ne pus survoler la prochaine agglomération qui était Maringues, et l'atterrissage se fit à 1 km au sud de ce village. Et voilà, nous arrivons au terme de ce récit qui nous marque par un vocabulaire paraissant aujourd'hui un peu naïf. On revient sur cela tout de suite. Précisons d'abord qu'à l'issue de ce vol, Eric Nester a cumulé 2 épreuves de son brevet D, avec un gain de 1021 mètres d'altitude et une distance de 54 km. Son Avia 41P était alors surnommé l'Aigle de la Banne. Pour nos jeunes pilotes actuels, le 50 km héroïque d'Eric Nester fait désormais pâle figure. Cette distance fait partie de la formation minimale pour valider une SPL. Et en club, avec des planeurs d'une finesse 2 fois supérieure, on réalise couramment des distances 6 à 10 fois plus longues. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette génération de pilotes explorait le domaine du possible et devait tout découvrir de la théorie qui nous est aujourd'hui acquise dans les livres, le e-learning ou sur YouTube. Dans le récit de son vol, Eric Nester nous livre des observations très justes. On l'écoute. La technique qui allait me permettre une grande ascension fut la suivante. Aussitôt la rencontre d'un courant thermique important, comptez jusqu'à 4 secondes et commencez à spiraler sur un espace restreint. Lorsque les instruments indiquent un arrêt de la montée, faire une plus large orbe pour tenter de trouver une ascendance au cas où l'on en soit sorti. Celle-ci pouvant aussi avoir disparu, ne pas s'attarder sur place, chercher ailleurs. Ces notions sont toujours présentes dans la méthode de prise d'ascendance moderne, bien que plus élaborée. On dit bien avancer suffisamment avant d'engager la spirale, bien qu'on ne fasse plus compter jusqu'à 4. Et on incite les jeunes pilotes à serrer le virage à 30 degrés d'inclinaison environ. Quand on perd l'ascendance, on recommande d'élargir le virage, plutôt au vent, afin de se recentrer sur le cœur du thermique. En tout cas, merci Monsieur Eric Nester d'avoir contribué à poser les bases de notre discipline et bravo pour votre brevet D, premier délivré à un pilote français en cette année 1934. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons vols et je vous dis à bientôt les aviateurs.